Bonsoir à tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire Rendez-vous. Rendez-vous désormais sur la chaîne de référence Antena. C'est une opportunité donnée à chaque Congolais qui milite pour l'émergence de ces pays, de parler librement par rapport à un sujet donné, surtout par rapport au sujet d'actualité. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux l'honorable Ngoï Kassanji. Sa conscription électorale, c'est le Mpujimaï. Avec mon invité, sans tergiverser, nous allons parler de sujets qui défrayent la chronique de sujets d'actualité. Honorable, bonsoir. Bonsoir, Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En forme? Bien en forme, par la grâce de Dieu. Ces derniers temps, vous marquez vos empreintes sur la scène politique. Bien, j'ai toujours la culture d'excellence de faire bien les choses. Vous avez décidé de ne plus avaler votre langue, comme jadis. Bien, écoutez, à un moment donné, il faut parler. Chaque chose a son temps, dit Ecclésiaste. Donc c'était pour des raisons stratégiques. Le moment est propice maintenant pour donner son opinion. Absolument, absolument. Chaque acteur politique sait ce qu'il fait. Voilà, parce qu'on doit parler avec vous sur le sujet brûlant d'actualité. Le procès Matata a été ouvert ce lundi 25 octobre 2020. On parle d'un procès politique. Bien, je sais que ça s'est parlé. Bukangalonzo n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, quand les gens ont vu, à l'époque, on parlait toujours qu'il y avait quelque chose de ça ne va pas dans le projet. Mais je pense que le procès ne doit pas être politique. Ça, c'est mon avis. Ne doit pas être politique. Mais tout ce que je ne veux pas, ce sont les actes de règlement des comptes. Mais vous, personnellement, vous en jugez comment? Il y a à redire sur le projet, parce que j'y étais, il y a quand même 280 millions de dollars que l'État congolais a dépensé. On doit se dire, on doit voir quelque part les 280 millions sur le projet. Mais hélas, on ne voit pas ces 280 millions-là. Est-ce que c'est Matata qui a détourné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, mon opinion est que moi, je ne veux pas qu'il y ait des actes de règlement de comptes politiques. Mais à réduire sur le projet, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas qu'il faut éclairer. Alors, qui a fait quoi dans le projet? Et qui en était acteur? Où est parti l'argent de l'État? J'ajouterai, dans mon opinion, que on cherche, pendant qu'on cherche qui a fait quoi dans les projets, pourquoi ça n'a pas marché, où sont allés les 280 millions, il ne faudra pas que les mêmes histoires se répètent, qu'il y ait les mêmes choses qui se font aujourd'hui, mais dont on ne parle pas. Ça, on peut illustrer ce qui se passe comme si c'était un règlement de compte politique. Si on ne sait pas voir ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont plus graves. Et donc, selon vous, il fallait-il avoir ces procès pour tirer une fois de plus tirer au clair certaines réalités? Mon souhait est que est-ce que Matata est dedans? On le saura. Qui en était acteur? Qui était acteur de Bukangalonzo, qui travaillait, qui était à la base de ce montage financier, on le saura. Donc, autrement dit, il fallait avoir ces projets pour tirer au clair les choses. Il était temps de tirer au clair les choses, mais je ne veux pas. Je suis en train d'insinuer des choses. Je ne veux pas que ce soit les actes de règlement des comptes politiques. Pour éclairer l'opinion et rétablir les responsabilités, oui. Chercher tous les acteurs, parce qu'il y a eu quand même 280 millions. Mais pourquoi régler les comptes? C'est dans quelle optique?
Si vous parlez de l'acharnement, c'est dans quelle optique? Moi, Au moment où les chefs de l'État prônent l'état de droit, je n'ai pas que parlé, justice soit faite. moi, je n'ai pas parlé de l'acharnement. J'ai dit plutôt Règlement des que comptes. j'ai été là. Moi, j'ai été à Bukangalonzo quand on a lancé Bukangalonzo. Nous avions eu à redire à l'époque. Nous tous, on était invités, tous les gouverneurs. On a vu qu'il y avait un, ça ne va pas. Donc, il y a eu de l'argent dépensé, mais on ne voyait pas cet argent-là dans le projet. C'est normal qu'on recherche qui a fait quoi. Hein? Pourvu que Matata y soit. Bon, c'est un procès. Il répond, le procès est ouvert. On saura à l'issue du procès qui est responsable, qui a détourné, qui a fait quoi. Je suis tout à fait d'accord avec le procès. Je suis tout à fait d'accord que les gens doivent répondre. Il faut suivre toute la procédure et que la procédure soit correcte. Est-ce que c'était correct? S'il y a à redire, qu'on rectifie. Mais à l'issue du procès, la justice rétablira les responsabilités. Voilà, on attend les verdicts. Mais pourquoi régler des comptes aux technocrates Matata? Parce que moi, je salue personnellement ses efforts. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a même laissé des empreintes en centre-province avec des écoles viables et consorts. En vouloir à Matata, régler des comptes aux technocrates Matata Ponyo, pour quelle fin? Pour avoir quoi? Les nuire dans quel but? Madame Adèle, qui règle les comptes? Qui règle les comptes? Je vous pose la question. Pourquoi? Moi, je n'ai pas dit qu'on règle les comptes. Hein. Je n'ai pas dit ça. Dans l'acharnement, il y a tout. Je n'ai pas dit qu'on règle les comptes. J'ai dit qu'il était temps d'éclairer. 280 millions, c'est beaucoup d'argent que l'État a dépensé. Mais qui a fait quoi? Est-ce Matata ou quelqu'un d'autre? Bon, maintenant le procès déterminera qui a fait quoi et rétablira les responsabilités. Donc le coupable sera condamné. Et donc le procès va nous éclairer. Donc on est en train, c'est ouvert, on y est, on saura qui a fait quoi. Tous les Congolais seront branchés pour savoir qui a fait quoi. Bon, honorable Ngoï Kassanji, quand Matata Ponyo décline sa responsabilité sur la gestion de Bukangalonzo, disons que son remplaçant devrait s'assumer au nom de la continuité de l'État. Qu'en pensez-vous? Bon, les problèmes ont commencé malheureusement bien avant. Hein. Les Congolais ont commencé à murmurer autour du projet à son époque, quand il était en fonction. Donc l'affaire remonte à cette époque-là. Peut-être que le remplaçant n'a pas pu continuer, ça aussi on doit le redire, mais il y avait des points d'interrogation. Tout le monde qui a vu les projets, tout le monde qui a vu les réalisations, tout le monde qui a vu les machines a eu à redire au moins quelque chose. On a dit non, ici il y a un certain nombre. Au regard des montants dépensés et les réalisations sur le terrain. Un tel projet de 280 millions devait avoir une longévité considérable. Vous voyez? Donc, les conséquences d'un tel investissement, c'est de nourrir la population de Kinshasa. Nourrir la population de Kinshasa. Est-ce qu'on a vu ça une fois ici à Kinshasa? Non, on ne l'a pas vu. Là, il y a à redire. Il y a à redire. Il y a eu des points d'interrogation même à l'époque où il était en fonction. Maintenant, fallait-il que celui qui l'a succédé continue? Oui, il y a un principe de la continuité de l'État. Est-ce qu'il a failli, son successeur? Il y aura aussi, c'est la justice qui va éclairer. Au niveau de la justice, comme il y répond, il pourra éclairer. Mais ceux qui soutiennent la dimension politique de cette affaire pensent que la Matata Ponyo pouvait nuire, constituer un obstacle pour 2023, raison pour laquelle il est pourchassé en quelque sorte. Je ne pense pas que ce soit ça, la démarche, parce que je sais que il y en a qui sont plus forts que Matata, qui seront dans la course. Mais moi, je ne crois pas que
Fachi ait eu peur d'Augustin Matata, du sénateur Augustin Matata. Bon, s'il peut donner d'autres raisons, les raisons par exemple que le Sénat n'avait pas levé ses immunités, ça se comprend, ça se comprendrait. Mais au niveau de dire qu'on l'empêche d'aller aux élections parce qu'il est présidentiable, je ne crois pas que cette crainte puisse être celle de Fachi. Un Premier ministre, un ancien Premier ministre à la barre, c'est un grand pour l'état de droit? Oui, l'état de droit. Je voudrais que cet état de droit fasse ses preuves. Que la justice nous prouve réellement qu'elle applique la vision du président de la République d'établir un véritable état de droit. Mais lui-même, le président, s'est plaint, hein? Il s'est plaint à Goma, disant qu'il n'est pas satisfait de ce que les juges sont en train de faire. Certains magistrats s'évertuent à poser des actes qui frisent une sorte de trahison de l'état de droit. Mais comment y remédier? Mais il faut la sanction. Il faut sanctionner. Les actes mal posés doivent être refaits et il s'ensuivra des sanctions sévères. Donc nous, ici, on est victime de ces actes d'injustice qui frisent une sorte de corruption, parce qu'on ne peut pas dire que de telles décisions prises à notre endroit, pour notre concession, aient été prises en âme et conscience et que la justice a été appliquée. Parce que la justice est claire, elle est de notre côté, mais vous voyez simplement que c'est comme si on sabote, on est en train de piétiner la vision du chef de l'État d'un véritable état de droit, un état de justice, une justice distributive. Voilà, le procès tant attendu de Matata Ponyo, ouvert ce lundi 25 octobre 2021, a été reporté sine die, ou je crois que c'est reporté pour le 8 novembre prochain. Oui, c'est reporté pour le 8 novembre parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Donc c'est lui qui devait interpréter. Bien, c'est étonnant au niveau de la haute cour qu'il y ait eu cet incident. Mais voilà, on attend, c'est pour bientôt. Le 8, c'est pas loin. Mais voir déjà les premiers jours l'ambiance qui a régné au sein de la salle, c'est comme si ça va chauffer, hein, ce ne sera pas facile. Moi je crois que... C'est un procès où il y aura des grandes leçons à tirer des deux côtés. On permettrait l'arrivée de son avocat, ce serait une bonne chose. Son avocat français, qu'il vienne... Mais quelle est votre lecture par rapport à l'ambiance qui a régné en ces premiers jours de l'ouverture du procès Matata Ponyo? L'ambiance qui a régné. Augustin Matata n'est pas n'importe qui, c'est un sénateur. Il a été Premier ministre environ 5 ans. C'est une première en termes de longévité. Et donc, il avait aussi ses empreintes, ses marques déposées. C'est un monsieur qui aimait être à son poste de travail à 5 heures du matin. Il était là, debout, à son bureau, et il est reparti plus tard. Il a fait ce qu'il pouvait. Certaines personnes ont senti aux avocats de Matata Ponyo une certaine suffisance, un peu de l'orgueil, c'est de suite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bien, je n'ai pas fait attention à ça. On peut, tout avocat... Ils étaient victimes de reproches déjà. Il est sûr, tout avocat doit être sûr, capable de défendre son client. Donc j'ose croire qu'il a fait des bons choix sur des bons avocats qui peuvent bien les défendre. Oui. En cette journée d'ouverture, j'ai senti, c'est pas les Matata Ponyo que j'ai l'habitude de voir à la télé, très sûr de lui, courageux, mais j'ai senti un Matata fondu, un Matata coincé. Ça cache quoi? Bon, il s'est plaint bien avant d'être malade. Je crois que c'est son état de santé qui a été probablement à la base de ce que vous avez vu. Donc, quelqu'un qui était malade, il peut présenter l'image un peu de quelqu'un de fondu. Et la maladie ronge.
Voilà, on parlait de Matata Pogno. Le procès a été ouvert ce lundi 25 octobre 2021. Là, l'honorable Ngoï Kassanji vient de donner son opinion par rapport à tout ce qu'il sait sur Matata Pogno, par rapport aux questions prévues. Là, nous allons parler d'autre chose. Le chef de l'État finalement a investi Kadima et son équipe. Ça paraît du forcing. Bien, vous savez que la République ne peut pas se soumettre aux caprices de certains regroupements d'hommes politiques, religieux, etc. Nous sommes soumis au respect du calendrier, donc constitutionnel, du cycle constitutionnel d'organisation des élections. Donc 5 ans après l'investiture du président de la République, la mise en place des institutions, eh ben, on doit procéder aux élections, on doit aller aux élections générales. Nous avons pris ce rendez-vous avec l'histoire, d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Mais si certaines choses risquent d'amener le pays à dépasser les délais constitutionnels, cela risquerait d'amener ceux qui dirigent, qui ont la légitimité du peuple, d'en perdre. Ils risquent de perdre la légitimité qu'ils avaient. La légitimité vient des élections. Et quand vous dépassez, on vous élit pour 5 ans, vous dépassez 5 ans, vous n'êtes plus légitime, vous n'avez plus la légitimité du souverain primaire. Voilà la crainte du président de la République. Aller dans la légitimité pour commencer des cogitations et Cochambine, donc on est là, il faut aller au dialogue parce qu'on a dépassé les délais constitutionnels, on n'est plus légitime. Et permettre à ceux qui ne sont pas élus d'accéder au pouvoir. Vous voyez, il y a les politiciens congolais qui sont habitués à accéder au pouvoir, pas par les élections, pas par le mandat du souverain primaire. Mais ça ne constitue pas une grande crainte, un bon nombre d'organisations, 5 OSCC, appelant un acte contraire. Bien, écoutez, un acte contraire, moi je crois que il faut privilégier plutôt l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, nul ne doute que c'est le respect du délai constitutionnel. Donc, si dans l'acte posé par les institutions de la République, l'Assemblée nationale, le président de la République, c'est pour respecter justement les délais constitutionnels, je ne vois pas le mal. Je crois que les Congolais doivent s'unir autour de cet acte courageux et aller de l'avant. L'Église catholique s'est dit déçue, très déçue alors, par rapport à ces gestes posés par les chefs de l'État. Ce n'est pas la première fois que l'Église s'est dite déçue. Ce n'est pas la première fois. Mais l'Église a toujours été pour beaucoup. Vous vous souvenez des accords de Saint-Sylvestre? C'était le poids de l'Église. Les pays étaient censés plonger dans les chaos. Les sangs allaient couler. C'est l'Église qui a pesé de tout son poids pour qu'il y ait de l'ordre. Mais pourquoi cette fois-ci faire la sourde oreille à ces messages de l'Église catholique, sachant que c'est l'Église universelle, c'est l'Église qui apporte beaucoup. Ouais. Bien, écoutez, l'Église joue son rôle. Hein. Ouais. On ne peut pas les lui empêcher. Écoutez, on sait que du temps de l'abbé, M. l'abbé Malmal, bien qu'il était prêtre catholique, mais l'Église avait contesté. Hein? Rappelez-vous, l'Église avait contesté. L'Église a commencé à contester lorsque l'Église a senti que Abbé Malmal ou Persona m'était manipulé. Ah, okay. Mais aujourd'hui, écoutez, un prêtre catholique contesté, soupçonné, comme dites-vous, mais aujourd'hui on commence à féliciter les élections là. On commence à dire que les élections organisées par Malmal étaient bien faites. Même l'Église le dit. Mais à l'époque, elle avait contesté. Et donc aujourd'hui, si elle peut contester, c'est la démocratie. La démocratie n'est pas l'art de l'unanimité. L'unanimité n'est pas la démocratie. Donc l'Église peut contester, il n'y a pas de problème, mais l'intérêt supérieur est préservé
l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Les FCC est contre, j'aurais appris, même les G13 est contre. Il y a même les ensemble qui se sentent très lésés et menacent de sécher l'union sacrée de la nation. Mais qu'on se rappelle qu'en 2006, l'UDPS n'étant pas d'accord, elle s'est abstenue. Ça n'a pas empêché la République de continuer la marche. L'UDPS a rattrapé le bateau et il est entré dedans, il a embarqué. Et aujourd'hui, les choses, on a eu un président élu. Et qu'on se rappelle également, qu'en 2018, il y a toujours eu des dénonciations. Oh, les élections sont politisées, la CENI est politisée, la machine à voter ne marche pas. Mais même l'UDPS qui avait dit que la machine à voter ne marche pas, ça a empêché qu'un président soit élu, donc qu'un président de l'UDPS soit élu président de la République. Vous voyez, les dénonciations ne sont pas nécessairement, disons quoi, ça ne donne pas réellement la vérité des choses. La vérité des choses est que on a mis en place une centrale électorale pour respecter les délais constitutionnels. Un point barre. La politique, ceux qui veulent que le comité mis en place soit de leur côté, ils se trompent. Ce n'est ni du côté du président, ni du côté de ceux qui s'opposent. Il n'y a que l'intérêt. Mais les principes relatifs à la démocratie ne sont pas respectés. Quels principes qui ne sont pas respectés? Lesquels ne sont pas respectés? Lesquels? On a envoyé Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, a écrit à chaque composante d'envoyer, de désigner les délégués, d'envoyer les noms. Y compris à la Mouka, à tout le monde. Pourquoi ne pas envoyer les noms? Il y a des vides jusqu'aujourd'hui. Or, si le FCC a envoyé, si la Mouka a envoyé, si Ensemble a envoyé son délégué, le comité donc, de la CENI, l'équipe de la CENI, serait une équipe hétérogène, c'est-à-dire tout le monde y serait. Tout le monde y serait, et de ce fait, du fait que tout le monde y est, il ne peut pas avoir une connotation politique quelconque pour dire que c'est pour le pouvoir, ils vont favoriser le pouvoir ou quelque chose de ce genre. Parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la centrale électorale. Pourquoi n'est pas désigné? La politique de la chaise vide ne paye pas. Hein? Non, mais si un nombre important trouvait que sa tête n'achante pas, il ne convainc pas, pourquoi il va faciliter des Kadima, des Nikadima? Il fallait carrément choisir une autre personne au lieu d'un... Ça, c'est en quelque sorte imposé. C'est la dictature. On sent déjà la dictature s'annoncer. Est-ce que doit-on refuser quelqu'un? Nous craignons les impairs participants. Doit-on seulement refuser quelqu'un de par sa tribu? Est-ce qu'on doit refuser les compétences de quelqu'un parce qu'il est d'une tribu que vous ne voulez pas? Il pourrait avoir des affinités avec le chef de l'État et les faciliter la tâche. Quelle facilité? Quelle facilité? Parce que le président de la CENI ne fait pas tout seul. Tout le monde doit y être. Mais vous êtes absent, vous voulez tout simplement tromper le peuple. Mais le peuple est déjà vigilant, on ne peut pas le tromper tout le temps. C'est quoi? Vous voyez que vous allez échouer aux élections, vous commencez à faire une fuite en avant. C'est-à-dire faire des dénonciations qui ne sont pas de nature à traduire la vérité. La vérité est que tout le monde doit y être. Et on a demandé à ce que tout le monde désigne. Voilà. La conséquence négative est que tout le monde n'a pas envoyé. Mais il y a l'opposition et quelques organisations de la société civile qui menacent déjà d'ici peu de descendre dans la rue honorable. Ça présage de ça que le processus électoral ne sera pas apaisé. Bien, la rue, écoutez, elle est faite pour tout le monde. Hein. On voit les élèves qui vont dans la rue, les enseignants qui vont dans la rue,
Bon, c'est la démocratie, on a libéralisé l'espace. Descendre dans la rue, c'est accompagné souvent des actes de violence et autres actes barbares. Non, ça c'est antidémocratique. On a libéralisé l'espace politique. Vous voyez, avec Fachi, il a libéralisé l'espace politique. Tout le monde peut faire les marches, les infirmiers font les marches, les médecins, les élèves, les enseignants, etc. Cela n'empêche pas à un acteur politique d'aller dans la rue. Mais sous réserve du respect à trouble de l'ordre public. On ne peut pas troubler l'ordre public. On ne peut non plus pas poser des actes de violence. Ça, c'est pas la démocratie. L'Union sacrée marche sur le pas de l'FCC. C'est ce qui se raconte déjà. Ah, vous savez, si l'Union sacrée organise les élections. L'Union sacrée est sur les pas de l'FCC. Comme le FCC a organisé les élections. Marche, l'Union sacrée est sur les pas du FCC. S'il n'est pas du FCC, dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a libéralisé l'espace politique. Il y a les marches, nul ne doute, on n'empêche pas les marches. La Mouka a marché. Du temps du FCC, on n'autorisait pas les marches. Il n'y avait aucune marche qui était autorisée. Vous voyez, aujourd'hui, on autorise. Donc l'Union sacrée ne marche pas sur les pas du FCC. Mais s'il faut respecter les délais constitutionnels, organiser des élections libres et transparentes, à l'issue desquelles un président opposant est élu et le président qui a organisé les élections, il est en vie, ce n'est pas à l'issue d'un coup d'État, ça c'est une bonne chose qu'il faut copier. S'il faut copier ça, est-ce que c'est mauvais? Non, l'Union sacrée, ce n'est pas les FCC rénovés. Non, ça c'est une manipulation. Donc on essaie de manipuler l'opinion. Selon les communs de Mortel, le chef de l'État, tenant compte de son discours de ce week-end, il devait plus parler du dossier RAM qui préoccupe au plus haut point. La population congolaise vit la morale en berne à cause de cette situation qui n'enchante personne. Et il devait parler du dossier des élèves qui sont à la maison. Ils ne fréquentent pas l'école. Il y a certains élèves qui font l'école buissonnière. Et il y a d'autres qui sont allés plus loin jusqu'à marcher. Au lieu de parler de ça, le chef de l'État va parler de l'essentiel. Votre opinion? Bien, vous avez suivi le compte rendu du Conseil des ministres. Il y a la question de RAM a été traitée au Conseil des ministres. La question de l'enseignement, tout ça. Mais entre une des questions qui ont été traitées au Conseil des ministres et une question capitale qui peut risquer de porter atteinte au cycle électoral dans les délais constitutionnels, le chef de l'État choisirait quoi? Il a choisi une question parce qu'il a juré de respecter la Constitution. Et donc, le respect de la Constitution équivaut à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc, toutes les autres questions que vous avez énumérées ont été traitées au Conseil des ministres. Il a traité le cas qui le concernait parce qu'il devait poser les actes. Lui étant l'autorité suprême, les garants de la nation, il devait commencer par parler de ça, vous ne trouvez pas? Il y a eu, s'il faut ajouter, il y a eu des naufrages à l'Est. Le fleuve Congo a encore fait pleurer. Apparemment, il n'a pas parlé de ça. Et puis, moi, je pensais voir le chef de l'État faire l'évaluation de l'état de siège qu'il a décrété à Nitouré, au Nord Kivu. Il a avalé sa langue aussi par rapport à ce sujet, mais il s'est focalisé sur les dossiers Commission électorale nationale indépendante CENI. Juste ça. Ça cache quoi? Il y a un gouvernement. C'est un désintéressement ou bien c'est stratégique? Madame Adèle, il y a un gouvernement qui gère au quotidien le pays. Et donc, il y a un chef du gouvernement. Tout ce que vous avez énuméré, naufrage, etc., il y a un gouvernement qui gère ça. Et on suit on est en train de suivre tous les jours que le gouvernement prend les choses en main, traite ça. Donc, au quotidien, au Conseil des ministres, on suit ça. Mais la communication du président de la République a porté sur un acte de haute portée. Parce que lui-même devait prendre les actes. Mais avant de prendre les actes, il se devait d'expliquer à sa population
le bien fondé de l'acte qu'il prendrait, dans le sens où il le ferait. Donc voilà pourquoi le président de la République s'est adressé à la nation. Parce qu'il devait poser, c'est lui qui devait entériner, de signer une ordonnance. Et signer une ordonnance, cela engage sa personnalité. Sans avoir expliqué à la population qui était déjà intoxiquée. Vous voyez, ça, c'est quelque chose, tout le monde était attaché pour dire est-ce qu'il va signer ou pas. Il a dû expliquer les bien fondés de l'acte qu'il prendrait, donc de la signature de l'ordonnance, pourquoi il le fait. C'est un discours qui a subi beaucoup de critiques. Les critiques, on ne peut pas les empêcher. Ça fait la démocratie, Madame Adèle. Si on ne peut pas critiquer, vous savez, il y a le président français qui dit si on ne parle pas de moi, en bien ou en mal, c'est que je ne vis pas. Ça donne l'impression que les garants de la nation ne prennent pas à bras le corps les problèmes des Congolais. Les communs des mortels ajoutent, les chefs de l'État, les tout temps partis, et ne prennent pas à bras le corps les problèmes de l'intérêt national. Si de ces voyages, nous avons l'appui budgétaire des FMI, les milliards de dollars tombent. Où est le mal? On ne sent pas les retombées de ces déplacements multiples. Mais je vous dis, chez moi par exemple, au Kasaï oriental, les Égyptiens viennent de là. Il a été en Égypte. Il a eu à décrocher un fonds de plus de 400 millions de dollars pour les infrastructures, pour l'accompagner dans son programme d'assurer le bien-être à notre population. Vous savez que nous avons un budget très faible. Un budget de à peine, si nous avons 6 milliards, bon, ou 7, ce serait une première. Parce que de tout le temps, on a toujours 4 milliards, 4-5 milliards. 4-5 milliards. Une parenthèse, parce que vous parlez de votre province, les Kasaï centrales. Orientales. Avec, on sait que c'est pas urbanisé, on sait qu'il y a des têtes d'érosion. Les Kasaï orientales, vraiment, n'est pas un bon exemple par rapport même au reste de province. Est-ce que vous ne trouvez pas que les efforts ne sont pas déployés dans ces sens? On ne sent pas les retombées des différents déplacements du chef de l'État. Il n'y a pas jusque-là de résultats palpables. Si j'ai fait allusion à ma province, j'ai parlé justement d'une délégation égyptienne qui y est allée parce qu'il y a un financement égyptien obtenu par le président de la République de plus de 400 millions. Pourquoi? Pour désenclaver la province du Kasaï oriental. Il y a la route nationale numéro 1 qui, donc, dans son tronçon Kananga-Mbujimaï, qui doit être asphaltée. Il y a la route qui mène vers le port de Ndomba, qui doit être asphaltée. Donc, dans ce financement de 400 quelques millions, ils sont allés pour faire les études. Ils viennent de là. Bon, alors, on parlait des voyages, n'est-ce pas? Des voyages du chef de l'État. Mais si les voyages apportent le bonheur au peuple congolais, pourquoi pas? Ne comparons pas deux personnalités. Chacun a sa manière de faire les choses. Chacun a sa manière de faire les choses. Vous verrez un président américain, il voyage. Il est dans les avions, il peut aller ça et là, il peut... bon, vous verrez, Joseph Kabila ne voyageait pas beaucoup, mais ce n'est pas vraiment ça les caractéristiques. C'était juste une parenthèse. Merci pour cet éclairage. Là, Jean-Pierre Lacroix demande à tous ses protagonistes de tout faire pour que le processus soit apaisé. Est-ce la première fois qu'on en entend parler? De tout le temps. Ces gens de discours se tiennent, mais le pays marche. Le pays va toujours de l'avant. Ils l'ont dit du temps de Kabila, tout ça en 2006. Et Joseph Kabila n'a pas prêté son oreille à ceux qui ne voulaient pas le respect du délai constitutionnel. Joseph Kabila en 2006, il n'a pas dit comme l'IDPS ne veut pas embarquer, eh bien on attend l'IDPS. L'IDPS n'a pas voulu, la machine a continué. En 2006, l'IDPS est entré. En 2011, la machine continue. Mais apparemment, du côté de l'Union sacrée, on ne voit pas les choses dans ce sens. On monte plutôt les biceps. Mais écoutez, monter les biceps, ça veut dire quoi? Le respect du délai constitutionnel?
c'est monter les biceps. Ou bien suivre les caprices des gens. Le pays doit être accroché aux humeurs des individus. Non. Donc, le pays doit regarder ce que la Constitution dit et avancer. Surtout celui qui dirige le pays. Il est tenu au respect de la Constitution. Voilà, merci pour cet éclairage, honorable Ngoï Kassanzi. Sur beaucoup de questions, le membre de l'Union sacrée ne semble plus parler le même langage. Je l'ai dit tantôt, Moïse Katumbi menace de vous quitter. Bien, il est libre d'adhérer et de quitter. La coalition n'a pas commencé seulement avec Ensemble. Mais soyez franc, honorable, il n'y a pas un problème. Bon, si il se dit pour lui qu'il ne voit pas les choses, il n'accepte pas ce qui s'est passé, il est libre d'avancer ou de se retirer. C'est tout à fait, c'est cela même qui fait la beauté de la démocratie. Il n'y aura pas de répercussions déplorables. Laquelle? Laquelle? C'est un poids lourd, Moïse Katumbi. Parce que la majorité à l'Assemblée nationale, elle est écrasante. En dehors du fait qu'il partirait, mais la majorité, elle est là. Vous voyez. Moïse Katumbi, il constitue un poids pour l'Union sacrée. Pourvu que tous ces... Quitter l'Union sacrée aujourd'hui, le vide va se sentir. Pourvu que tous ces députés aillent avec lui. Mais déjà, les informations que nous avons, un bon nombre de députés d'ensemble jurent de rester dans la coalition. Donc, il risque d'aller minoritaire. Mais qu'est-ce qu'il réclame exactement, Moïse Katumbi? Moi, tout ce que j'essaie, étant membre influent de l'Union sacrée, tout ce que je sais que Moïse Katumbi et son ensemble, ils voulaient le poste du premier vice-président. Alors qu'ils n'ont pas le même nombre de députés que les autres ensembles, comme l'Union sacrée, ICN. Donc, nous sommes, comme le FCC ICN. Le FCC ICN, nous sommes au-delà de 200 députés. Alors, c'est nous, la première force politique, qui devrions occuper juste après les confessions religieuses. Mais lui voulait, ayant 80 députés, il voulait prendre le poste du premier vice-président. Nous avons dit non, nous sommes dit non. Nous, FCC Union Sacrée, on s'est opposé, nous nous sommes assumés pour prendre le poste du premier vice-président. Merci pour cet éclairage. Comment appréhendez-vous la crise qui sévit dans les secteurs de l'EPST? Bien, moi je crois que tous les syndicats de l'EPST sont en négociation avec le ministre. Quand le ministère, quand le gouvernement est en négociation, eh bien, tout s'arrête. Tout s'arrête. J'ose croire que le souci devait être l'éducation de nos enfants. Je ne pense pas qu'il y ait les motivations politiques. Mais il y a toujours grève. Et il y a toujours grève. Vous pensez que les ministres, en désactivant les enseignants, il a bien fait? À un moment donné, s'il y a une manipulation politicienne, l'État, l'autorité de l'État s'exerce. Mais je crois qu'il faut toujours trouver des solutions autour d'une table. Donc la négociation et arriver à un compromis, ça a toujours été une bonne chose. Mais quand il y a une main politique, une manipulation politicienne, eh ben, l'autorité de l'État s'applique. Le week-end dernier, le Premier ministre a échangé là-dessus. Et tiens, donc, ça prouve noir sur blanc que le gouvernement est prêt pour tout dialogue en vue de trouver gain de cause à cette situation, parce que les enfants sont censés reprendre le chemin de l'école. Les enfants sont l'avenir du demain. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je salue l'action du Premier ministre. J'ose croire que s'asseoir autour d'une table, si une telle chose se fait et qu'on arrive à une solution qui fait que les enfants retournent à l'école, on arrête la grève, je crois que ce serait vraiment quelque chose à saluer. Mais ils sont déjà en retard par rapport au programme de cours. On sait toujours rattraper les choses. On a vu ici que ce que la Covid a fait,
Mais bien, on félicite le gouvernement qui a rattrapé les choses à temps. Comment féliciter le gouvernement au moment où la gratuité de l'enseignement a échoué? Vous dites que ça a échoué. Oui. Vous avez l'impression. Oui. En termes de quoi? Les enseignants sont pas élèves, payés. oui, ils ne sont pas payés. Ils sont payés. Leur salaire est Ils voudraient dégonflé. l'amélioration. Mais c'est ça. Ils veulent l'amélioration du Ouais. salaire. Mais de l'autre côté... Quand on ajoute 20 000 francs ou 20 dollars sur l'enveloppe salariale d'un enseignant, c'est se moquer de lui. Vous savez qu'il y a un problème dans notre pays. Ne demandez pas, je dis toujours ça, il y a un gouvernement américain, un président américain, JFK, Kennedy, qui disait aux Américains que ne me demandez pas ce que l'Amérique va faire pour vous. Mais dites-moi ce que vous, Américains, vous faites pour l'Amérique. Je vais vous dire une chose. J'ai essayé de frôler ça. Le budget de l'État. Nous avons un budget parmi les budgets les plus faibles d'Afrique. Donc, 4, 5 milliards, 6 milliards pour 80 millions d'habitants. Alors que l'Angola à côté ici a 12 millions d'habitants, mais un budget de 59 milliards de dollars. Vous allez au Congo d'en face là, ils sont 4 millions à peu près, mais leur budget est de 8 milliards. Vous allez à côté de nous, au Rwanda, ils ont un budget de 12 milliards, mais pour 2 millions 500 000 habitants. Mais nous, un grand pays, un grand Congo, pourquoi on a un budget de 5-6 milliards? C'est parce que nous n'avons pas la culture fiscale. Si nous payons les taxes et que l'État renfloue ses caisses, les salaires seront améliorés. Parce que vous parlez des taxes, je m'en vais vous poser la question par rapport au dossier RAM. Là aussi, je me dis, le chef de l'État devait parler de ça pour redonner le sourire aux Congolais. Le week-end, le Premier ministre s'est prononcé là-dessus. Le taxe sera supprimé juste pour les DG et les 3G et les 4G. Oui, le Parlement est là-dessus. L'Assemblée nationale va déployer une commission d'enquête. Vous avez suivi que le collègue qui avait adressé la question orale avec débat au ministre Kibassa avait conclu cette question à la mise en place d'une commission d'enquête. Et la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui va travailler là-dessus apportera les conclusions en faveur de la volonté de la population. Mais quelque part, la population doit apprendre qu'il faut les États qui évoluent, les États qui avancent, les enseignants qui doivent être payés et tout. Si nous n'avons pas la culture fiscale, si nous ne payons pas les taxes, eh bien, le pays n'avancera pas. Nous n'encourageons pas les taxes illégales, nous encourageons celles qui sont légales. RAM doit être légal, doit suivre la procédure légale de perception des taxes et l'argent collecté doit rentrer dans les circuits officiels des dépenses de l'État. Et donc, tout ça, c'est à travers la commission qui sera mise en place, qui va travailler, la commission parlementaire, qui va travailler à travers ces conclusions, le peuple congolais sera fixé. Voilà, les minutes imparties à cette émission Rendez-vous sont épuisées. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, nous avons parlé de sujets brûlants d'actualité avec l'honorable Ngoï Kassanji, élu de Mbujimaï. Honorable, en guise de message particulier, qu'est-ce que vous dites? Notre pays, le Grand Congo, doit être préservé de toutes les actes de violence susceptibles de plonger ce pays dans une insécurité, dans des violences indescriptibles. Donc veillons au message que nous adressons à la population. Là, je m'adresse directement aux leaders d'opinion, aux leaders des confessions religieuses, les leaders politiques. Veillons au message que nous véhiculons à travers le peuple congolais. Évitons
des messages qui ont trait au tribalisme, aux intolérances politiques, etc. Préservons les acquis de paix, les acquis de cohésion nationale. Je peux ne pas être d'accord avec une opinion politique, mais ce n'est pas pour autant que j'emmènerai le peuple dans la rue pour poser les actes de violence, les actes anticonstitutionnels. Donc voilà le message que j'adresse à la voilà, c'est la fin du rendez-vous de ce soir. Antenne A vous remercie amplement de l'avoir suivi. Moi, je remercie particulièrement toute l'équipe technique et pourquoi pas mon invité. Merci. Restez branchés sur votre chaîne.